Nous allons maintenant décrire ou commencer notre description du modèle standard des interactions fondamentales. Ça se fait en plusieurs étapes. La première étape consiste à définir ce que j'appelle la théorie primitive des particules élémentaires, une théorie qui décrit la version 1.0 de l'univers, c'est-à-dire l'univers tel qu'il était avant que le mécanisme de Higgs et que le champ de Higgs joue son rôle et génère les masses des particules. Donc dans cette théorie primitive, les particules sont sans masse. Je vais restreindre la description à la première famille des fermions, donc celle qui contient le neutrino électronique, l'électron, le quark U et le quark D. Cette famille, les fermions de cette famille, je vais les séparer en composantes gauche et droite, puisque je suppose ici que les particules sont sans masse, les spinors gauche et droit sont tout à fait indépendants les uns des autres et donc seront comme essentiellement des particules indépendantes, des particules différentes. Je vais supposer que ces différentes particules sans masse interagissent entre elles via deux types de forces. Donc, deux forces qui sont décrites par des champs de jauge. L'une d'entre elles va être une espèce de théorie de jauge non abélienne, un peu comme la QCD, mais un peu plus simple, parce qu'elle sera basée non pas sur la couleur, mais sur une autre étiquette, si on veut, un autre nombre quantique qu'on va appeler l'isospin faible. Donc cet isospin faible va prendre comme le spin deux valeurs, c'est-à-dire plus et moins, ou une demi, moins une demi, mais ça n'a pas de rapport direct avec le spin, c'est une espèce de pseudo-spin, si on veut, qui permet de regrouper des champs dans des doublets, et qui permet d'agir sur ces champs-là avec des transformations de jauge, des rotations dans l'espace d'isospin faible qui sont appliquées par des matrices unitaires 2 par 2, donc des éléments du groupe SU2. Donc pensons à la chromodynamique quantique, mais au lieu d'avoir 3 couleurs, on a 2 couleurs, et ce n'est pas la couleur, c'est autre chose, qu'on appelle l'isospin faible. On aurait donc une théorie de jauge non abélienne pour ça, et cette théorie de jauge serait décrite ici par un champ de jauge que j'appelle A. A avec un indice de générateur, donc il y aurait 3 champs de jauge différents, c'est-à-dire A prend les valeurs 1 des 3 parce que c'est basé sur SU2 et que SU2 a 3 générateurs différents. Les générateurs de SU2, donc on appelle TA ici comme d'habitude, sont en fait les matrices de Pauli divisées par 2. Donc ça constituerait une force. Cette force n'agirait que sur les particules qui peuvent subir les transformations de jauge SU2, donc uniquement sur les particules qui ont de l'isospin faible. Et ce n'est pas toutes les particules qui auraient de l'isospin faible, seules les particules gauches en auraient. Donc là, ici, intervient cette asymétrie complète entre gauche et droite. Donc seules les particules ou les composantes gauches des particules auraient cette symétrie de jauge et on pourrait les regrouper en doublets de la manière suivante. Donc les leptons gauches formeraient un doublet, donc avec le neutrino gauche en haut et l'électron gauche en bas. Et les quarks gauches, un autre doublet, avec le quark UL en haut et le quark DL en bas. Et donc lorsqu'on fait des transformations de jauge d'isospin faible, on applique une matrice SU2 sur ça et on mélange en quelque sorte les UL et DL. Et donc à ce stade-ci de la théorie, il n'y a pas vraiment de distinction entre UL et DL. Ils font partie de ce doublet, ils sont constamment mélangés, et la distinction entre les deux n'est pas physique. D'un autre côté, il y aurait une autre théorie de jauge, qui serait, elle, une théorie de jauge basée sur le groupe U1, c'est-à-dire exactement comme l'électromagnétisme, et elle serait décrite par un champ B, mu ici. Et donc, ce qui détermine le couplage d'une particule avec ce champ pseudo-électromagnétique, si on veut, c'est la valeur de la charge qui est multipliée ici par B. Et cette charge, ce n'est pas la charge électrique, c'est quelque chose qu'on appelle l'hypercharge faible. La valeur de Y dépend des différents champs considérés. Donc, par exemple, le doublet de lepton gauche aurait une valeur de Y égale à moins 1. Le quark, ou les quarks gauches, auraient Y égale 1 tiers.
l'électron droit Y égale moins 2, UR et DR, 4 tiers et moins 2 tiers respectivement. Cette hypercharge Y, en fait, intervient toujours divisée par 2 ici. Donc, c'est une question historique, c'est un caprice historique de ne pas avoir divisé par 2 dès le départ. Et on va montrer plus tard, mais c'est absolument sans importance maintenant, à ce stade-ci de la théorie, que la charge électrique sera cette combinaison, c'est-à-dire 1/2 fois l'hypercharge faible, plus la composante correspondante du générateur T3 de SU2. Donc, quand je mets A égale 3, ici, j'ai 1/2 fois la matrice de Pauli. Donc, j'aurai cette matrice ici. Et selon la composante du doublet, ben, j'ai soit affaire à plus 1/2 ou moins 1/2. Donc, par exemple, pour le neutrino, j'aurai Y égale moins 1, Y sur 2 est égal à moins 1/2, mais la valeur propre correspondante de T3 serait plus 1/2, donc j'aurai 0 au total. Donc, ce serait la charge électrique du neutrino serait 0. Pour l'électron gauche, ben, j'aurai moins 1/2, ce qui fait moins 1. Donc, par exemple, encore une fois, pour les quarks, le quark U gauche aurait Y égale 1 tiers, Y sur 2 égale 1 sixième plus 1/2 donne 2 tiers. Par contre, pour le D gauche, 1 sixième moins 1/2 donne moins 1 tiers. Ce qui correspond effectivement a posteriori aux charges électriques de ces deux quarks. L'électron droit, Y égale moins 2, donc Q serait égal simplement à Y sur 2, c'est-à-dire moins 1, parce que les singulets ici n'ont pas de générateur T3. T3 est comme égal à 0 pour ces objets-là. Donc les quarks, donc le U droit et le D droit ont bien sûr les charges électriques correctes. C'est comme ça qu'on a assigné les valeurs de l'hypercharge faible a posteriori. Donc on a affaire à un ensemble de champs, droite et gauche séparés, qui interagissent différemment avec deux interactions fondamentales qui sont décrites par un champ A et un champ B. Bon, par-dessus ça, bien sûr, il y a la chromodynamique quantique qui n'affecte que les quarks, donc qui n'affecte que ces particules, okay? Mais je vais la passer sous silence complètement dans ce chapitre. On peut la rajouter, bien sûr, mais ça n'affecte que les quarks et son effet serait en fait orthogonal ou n'interagirait pas avec tout ce que l'on va décrire dans le reste du chapitre. Remarquons que cette structure de la théorie brise de manière maximale la parité. Je veux dire par là que la parité est brisée non pas un petit peu, mais complètement, parce que toute la structure de la théorie est différente pour les particules gauche et droite. Donc on s'attend à ce que cette brisure de la parité se manifeste de manière importante dans les interactions qui vont résulter de cette théorie. Ce qui va survenir un peu plus tard, on le verra avec le mécanisme de Higgs, ça va être que de cette théorie étrange, qui est en fait deux théories de jauge superposées, va naître l'électromagnétisme et va naître l'interaction faible aussi. Bon, si on voulait maintenant écrire un Lagrangien complet pour cette théorie, que ferait-on? Eh bien, on aurait besoin d'un Lagrangien pour décrire les champs de jauge eux-mêmes. Et pour construire ce Lagrangien, on aurait besoin des tenseurs de Faraday associés à chacun des champs de jauge. Donc, les tenseurs de Faraday seraient donnés ici par cette expression pour le champ A. C'est comme en chromodynamique quantique, sauf pour le fait que les constantes de structure sont plus simples. Ce sont celles du groupe SU2, donc c'est le tenseur antisymétrique, le symbole antisymétrique de Levi-Civita. Pour le champ B, ce serait le tenseur de Faraday normal tel qu'on le rencontre en électromagnétisme. Donc, ces tenseurs de Faraday nous permettraient de définir une densité lagrangienne, comme ceci, qui est essentiellement ici, c'est la même forme que la densité lagrangienne en QCD, sauf pour le fait qu'on n'a pas la couleur ici, mais l'isospin faible, qu'on a 3 générateurs, et ça, c'est comme en électromag. En plus de ça, j'aurai le Lagrangien de Dirac pour chacun des fermions qui font partie de ce tableau.
Donc pour chacun des fermions de ce tableau, j'aurai de Lagrangienne Dirac. Et ils se séparent naturellement, comme on l'a vu en partie gauche et droite. Je n'ai pas de terme de masse à ce stade-ci. Donc ce Lagrangien Dirac, je le compléterai en couplant les particules concernées avec les champs de jauge, en remplaçant les dérivées ordinaires par des dérivées covariantes. Donc, quelles sont les dérivées covariantes? J'en ai donné l'expression ici. Dérivée ordinaire plus la partie de la dérivée covariante qui provient du champ de jauge A, et puisque j'ai deux champs de jauge ici, en fait, deux groupes de symétrie différents, SU2 et U1, j'aurai une deuxième partie à la dérivée covariante qui impliquerait le champ B. Et donc j'aurai l'hypercharge faible qui intervient ici avec une constante de couplage que je vais appeler G'. Donc j'ai deux constantes de couplage dans cette théorie, une constante qui est reliée au champ A et une constante G' reliée au champ B. C'est donc deux forces indépendantes à ce stade-ci. Cette dérivée covariante, eh bien, sa forme précise va dépendre de la particule sur laquelle elle s'applique, ou en fait du champ sur lequel elle s'applique. Par exemple, sur le lepton gauche, j'aurai cette forme ici, et une forme qui fait intervenir la valeur de Y sur 2, qui est donc moins une demi, donc j'aurai un moins une demi ici, à cause de ça. Pour l'électron droit, je n'ai pas de couplage au champ A, parce que c'est un singulier d'isospin faible, encore une fois, et donc j'aurai simplement un couplage au champ B avec Y sur 2 égale moins 1, et c'est pour ça que j'ai un signe moins ici. Donc, au total, j'aurai tous ces termes ici qui sont associés à chacun des champs qui est indiqué dans le tableau de la page précédente, avec des valeurs différentes des hypercharges Y divisé par 2. Et pour les particules gauches, j'aurai un couplage au champ de jauge A avec les générateurs sigma. Donc, voyons bien ici, encore une fois, structure mathématique de la chose. J'ai un spinner conjugué ici. Ce spinner conjugué, bien sûr, contient un indice d'isospin faible qui n'est pas écrit et un indice de Dirac qui n'est pas écrit non plus. Et donc, la matrice sigma, elle va agir sur cet indice d'isospin faible. Alors qu'ici, j'ai une matrice qui n'est pas écrite, qui est une matrice identité dans l'espace de l'isospin faible, qui est implicite. Et donc, parce que donc ce champ va agir de la même manière pour les deux composantes de l'isospin faible. Alors qu'ici, bien sûr, c'est plus simple, je n'ai pas du tout d'indice d'isospin faible qui traîne, mais j'ai quand même, bien sûr, toute la complexité habituelle de l'électrodynamique. Voilà, donc ce Lagrangien, cette densité lagrangienne, décrit un univers primitif, peut-être un peu ennuyant. A priori, toutes les particules sont sans masse. Elles interagissent tout de même avec deux forces différentes. Et ça, c'est le point de départ du modèle standard. Et on verra lors de la prochaine section comment le champ de Higgs intervient et vient en quelque sorte changer la donne complètement par un phénomène qu'on appelle la brisure spontanée de la symétrie.